Hélène Pagiel. C'est bien de voir les gens quand ils nous souhaitent la bienvenue. Elle est administratrice au conseil d'administration de l'ACFA SDG pour, au nom de l'organisation, de nous souhaiter la bienvenue à cette série de webinaires organisés par l'ACFA SDG. La parole est à toi, Hélène. Merci, Ethel. Bonjour à tous et à toutes bienvenue à nos webinaires Donnons un sens à l'argent. Comment pouvons-nous mobiliser de l'argent pour appuyer nos projets communautaires et nos organisations? C'est notre deuxième webinaire. On espère que vous allez être à l'appel dans les prochaines 2 semaines. Il y en aura 2 autres, même heure, même poste. Et puis celui-ci est comment rédiger une demande de financement. Encore, je me présente Hélène Pagiel, je suis la vice-présidente de l'ACFA SDG. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Ethel Côté, qui va être une de nos présentatrices cet après-midi. Ethel, depuis plus de 35 ans, est une leader en développement des communautés. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Linda Newman, ex-directrice générale du Centre Charles-Émile Claude et récipiendaire du prix du mérite OACAC, l'Association des centres pour aînés de l'Ontario. Ces 2 expertes dans le domaine de demande de financement vont pouvoir nous illuminer dans ce sujet. Bienvenue, mesdames, et je vous passe la parole. Bien, merci beaucoup, chère Hélène. Oui, on se retrouve à la rédaction des demandes de subvention et on a déjà eu notre mot d'ouverture. Et je vais rajouter dans cette petite présentation, Hélène, c'est que Céline aussi, qui est directrice générale de l'ACFA SDG, qui a écrit plusieurs demandes de subvention pour l'ACFA SDG, mais aussi pour plusieurs autres organisations, va aussi contribuer à cette session. Donc, on va sauter sur les diapos parce que tu nous as super bien présenté et on va aller tout de suite aller à cette étape-ci où est-ce que je vais faire ça avec Céline. Nous, Céline et moi, on va intervenir au tout début et à la fin, mais je vais passer la parole à Céline parce que le financement, Céline, hein, on ne sait pas comment on faisait il y a 10-15 ans quand on faisait des demandes de subvention, ça évolue beaucoup. Puis cette diapo-là nous présente un peu les tendances. Est-ce que tu peux nous les présenter, chère Céline? Avec plaisir, ma chère. Le financement gouvernemental pour nos organismes sans but lucratif, c'est souvent un financement de projet pour une période de courte durée, 6 mois, 1 an, possiblement sur 2 années fiscales. Mais c'est ce qui est le plus populaire pour les bailleurs de fonds. Peu de bailleurs de fonds financent les opérations ou le fonctionnement. Puis c'est ce qui est malheureux, c'est que souvent, de nos projets, de nos très bons projets qui se font sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est qu'on n'est pas capable de maintenir la pérennité de ces projets-là parce que ça ne devient pas du financement pour faire fonctionner ce projet-là. Plusieurs organisations déposent des demandes de subvention auprès de plusieurs bailleurs de fonds, mais pour chaque bailleur, cela demande beaucoup de temps. Ça demande d'élaborer le projet, ça demande de mobiliser les partenaires. Là, après, tu rédiges la demande de subvention, gérer les fonds, réaliser les activités, puis produire les rapports. Plusieurs organisations diversifient leurs revenus, soit par des subventions, soit par des inscriptions qui sont payantes aux activités, soit par des commandites, des ventes de produits, etc. Il faut être très innovateur quand il s'agit de vouloir financer diversifier nos revenus. Les bailleurs de fonds craignent souvent le double dipping, c'est-à-dire qu'on demande la même chose à différents bailleurs de fonds. Donc, c'est extrêmement important quand vous avez un projet à multiples bailleurs de fonds. Il faut vraiment définir qu'est-ce qui est demandé à un bailleur de fonds et au deuxième ou au troisième. C'est vraiment c'est essentiel. Nous devons maintenir aussi une bonne communication continue avec les bailleurs de fonds. Donc, que ce soit avant, durant ou après les projets. Puis, il est important de comprendre les étapes pour rédiger des bonnes demandes. Puis, Linda Newman, qui excelle dans les demandes de subvention, va nous expliquer comment vraiment écrire une bonne demande de subvention. Linda Merci beaucoup, ben vas-y, Ethel.
Non, 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 vas-y, vas-y, je te pour juste expliquer après que tu la présentes comment on va fonctionner pour la période de questions. Vas-y. OK. Linda, ça fait plusieurs années que je la connais. Elle est née à Montréal. Elle a un diplôme universitaire en administration des affaires. Elle a un diplôme technique en tourisme. Elle a 26 années d'expérience en service communautaire. Désolée. Et ses spécialités, ce sont les demandes de subventions, redressement des organismes, gestion financière, création, planification de projets, gestion des petites entreprises. Donc, bienvenue, Linda. Merci. Et, et Linda, juste pour te dire, tu peux nous dire à des moments donnés si tu veux accueillir des questions. Sinon, on aura une période de questions à la fin. Et j'invite les gens pendant la présentation, si vous avez des questions, Sonia est avec nous aussi, notre collègue. Donc, elle pourra suivre sur le chat les différentes questions que vous avez soulevées pour qu'on les pose au bon moment. Donc, la parole est à toi, Linda. OK, parfait. Alors, moi, ben, dans le fond, je ne sais pas s'il y en a qui c'est vraiment leur première rédaction de demande de subvention, mais je dis toujours, patience et ardeur au travail vous donnera des fruits parce que c'est quand même pas si facile. Et je pense que c'est à force d'en faire qu'on développe une certaine expertise puis qu'on se fait aussi connaître par nos bailleurs de fonds. Parce que c'est certain, si on est un petit organisme puis que certaines demandes de subventions qui peuvent être alléchantes ne sont peut-être pas pour nous parce qu'on n'est peut-être pas prêt au moment où on fait la rédaction. Alors, j'ai intitulé, on va faire 6 astuces, donc 6 façons qu'on va pouvoir préparer la demande de subvention. Donc, le premier, donc les 6 astuces, c'est d'être préparé, connaître votre public. Puis dans ce temps-là, le public, on le divise en 3, c'est-à-dire on va parler des évaluateurs parce que le premier qui va lire votre demande de subvention, c'est votre évaluateur. Ça peut être l'agent spécial, l'agent du projet, parce que je pense que dans certaines demandes de subvention que nous, on a reçues, je pense que l'agent qui était attitré à nos dossiers avait peut-être une influence sur la sélection des demandes qui étaient approuvées. Il y a aussi les clients, donc à qui s'adresse mon projet, et aussi votre milieu communautaire. Alors, ces 3 étapes-là doivent être bien étudiées puis bien développées. Il faut présenter un plan solide. Donc, on va parler de différents éléments qui vont nous permettre d'avoir un plan solide. Il faut être convaincant, c'est-à-dire croire à son projet et s'assurer que oui, c'est un projet qui est viable. Et souvent, être convaincant, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de personnes qui vont assister à notre projet. Moi, j'ai déjà fait des projets où j'avais très peu de participants et on a quand même approuvé les projets parce qu'on était conscient que la demande était réaliste. Alors, ça aussi, on pourra en parler. Donc, établir un budget justifié. Donc, c'est toujours relié au coût du projet parce que nécessairement, le coût, le budget qu'on dépose, c'est pour un projet spécifique. Puis, rédiger votre demande en vous mettant à la place du lecteur. Donc, c'est-à-dire, c'est une personne qui ne vous connaît pas, qui n'est pas de votre région. Donc, l'astuce numéro 1, c'est soyez préparés. Alors, pour commencer la rédaction, c'est sûr que souvent, on peut déjà commencer la demande de subvention. Je vous donne un exemple, la Fondation Trillium. Déjà en ce moment, on sait qu'au mois d'août, il va avoir les fonds de résilience. Donc, déjà, on a les outils tout prêts qui vont nous permettre d'élaborer notre première ébauche. Alors, quand c'est possible, on le fait. Et moi, ce que je conseille, c'est de créer un fichier qui contient tous les documents généraux demandés en téléchargement. Donc, en général, les bailleurs de fonds vont vous demander tout le temps les mêmes documents ou pratiquement les mêmes documents. Donc, il faut toujours avoir sa copie de sa lettre patente ou de son enregistrement de son organisme. Il faut avoir les listes des membres de son CA à jour. Et même parfois, on va vous demander le curriculum de vos CA. Donc, quand on arrive à je parle souvent quand on arrive à des demandes de subvention d'un demi-million, 500 000, 1 million, 2 millions, souvent, on va vous demander les références, le CV de vos administrateurs pour les convaincre que vous avez les gens qui vont pouvoir supporter votre projet, les statuts et règlements si votre organisme en a, votre planification stratégique, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, donc idéalement de l'avoir. Vos derniers rapports financiers, absolument, on demande 2 ans. Et les rapports financiers, selon chaque bailleur de fonds, ils ont des exigences particulières. Donc, c'est s'assurer qu'on les a, ces exigences-là. Le rapport général de votre AGA en général.
Dernièrement, on nous a demandé des formules T3010. Moi, c'était la première fois, mais il faut l'avoir. Et la preuve d'assurance, c'est pas seulement que la preuve d'assurance que vous avez pour votre organisme. Très souvent, ils vont vous demander une preuve d'assurance qui est personnalisée au projet que vous allez déposer. Donc, exemple, dans ce cas-là, souvent, on appelle notre assureur et on demande, est-ce que tu peux me donner un document prouvant que si je fais une demande à la Fondation Trillium dans le cadre de tel projet, ça sera assuré via ma compagnie d'assurance. Alors, ça prend quelques jours, 2-3 jours avant de recevoir le document. Et aussi, il faut souvent une preuve d'autorisation, donc une copie de votre procès-verbal où votre membre du conseil d'administration a approuvé que vous faisiez cette demande. Dans mon cas, souvent, je demande une lettre qui permet de m'identifier comme une personne qui peut, au nom de l'organisme, de faire une demande de subvention et parfois les lettres d'appui qui sont en marche par rapport à votre demande. Merci, Linda. Juste avant de passer à l'autre diapo, Oui. tu as déjà 2 questions. Wow. Qu'est-ce que le formulaire T3010? Mais si on le fait comme ça, les gens vont avoir leur réponse au bon moment. Oui, si c'est ça. Formulaire T3010, c'est la première question. C'est le formulaire qu'on remplit les organismes de bienfaisance. Donc, à chaque année, c'est comme votre rapport d'impôt dans le fond. Donc, à chaque année, un organisme de bienfaisance doit déposer ce formulaire-là. Et après, ces renseignements-là sont même accessibles par la liste des organismes de bienfaisance à Revenu Canada. Merci. Puis l'autre, c'est si l'organisme pour lequel on va faire une demande de subvention, c'est un nouvel organisme, qui n'a pas tous ces documents-là, c'est leur première année ou ils n'ont pas un rapport financier des 2 dernières années, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, souvent, ça va être déjà déterminé par le bailleur de fonds. Le bailleur de fonds va indiquer quelles sont les exigences. Donc, nécessairement, si c'est 2 ans, ben, il n'y a pas un nouvel organisme ne peut pas présenter. Donc, en général, c'est le bailleur de fonds qui va vous informer, vous donner de l'information par rapport à les documents requis. Puis juste en complément, parce qu'on a fait notre premier webinaire, c'était avec des bailleurs de fonds. On avait la Fondation Trillium, on avait Patrimoine canadien, on avait Centraide et la Société de développement économique. Et ce qu'ils nous ont dit aussi, entre autres, Patrimoine canadien va même accepter des demandes de subvention de groupes qui ne sont pas incorporés, mais comme Linda dit, c'est qu'ils vont mettre des conditions différentes. Ils vont quand même vous demander de l'information pour confirmer c'est qui votre groupe. Donc, ce ne sera pas la même genre d'information que Linda vient de mentionner. Ils vont être moins exigeants, mais ils ont dit qu'ils finançaient des fois des groupes qui n'étaient pas incorporés, mais que, comme Linda a dit, il faut que le projet fasse du sens et que ça réponde à un vrai besoin. Puis Trillium ont aussi dit qu'il y avait des demandes, des programmes de financement qui, sans doute, qui vont décaler dans le temps, puis ils ont lancé un nouveau programme en cause de la COVID présentement. Donc, on vous invite à aller rapidement voir sur le site parce que les dates limites pour soumettre une demande, c'est comme maintenant. Puis là, il y a une autre question. Est-ce qu'il est bien vu d'écrire au bailleur de fonds pour valider si notre projet se qualifie ou si notre demande vise un projet spécifique? Bien, souvent, si vous avez la chance d'avoir un agent, souvent, on va accompagner dans votre région. Si vous avez une personne ressource dans votre région, oui, je conseille de contacter cette personne-là. Mais parfois, il peut arriver qu'on n'a pas de personne ressource. Alors là, on fait la demande en fonction des meilleurs. Puis souvent, c'est un courriel généralisé. Donc, on écrit au courriel généralisé. Puis en général, on a des rétroactions. Mais c'est sûr que c'est très rare qu'un bailleur de fonds va lire complètement toute votre demande avant de s'assurer que vous pouvez appliquer. C'est vraiment une discussion que vous devez avoir soit par téléphone ou par information courriel avec votre agent. Puis je vais me permettre juste une autre petite anecdote, Linda, c'est que hier, je parlais avec un bailleur de fonds, puis vu que c'est une autre région, je ne le nomme pas, mais je vais le nommer, c'est une vraie réalité. Puis ça va avec la relation, comme tu dis, l'important d'avoir une bonne relation. Il y a un bailleur de fonds qui m'a dit, dans la région d'Ottawa, sans le nommer, mais il y a des gens en ligne qui vont peut-être le deviner, qu'ils sont très anglo, pourtant ils doivent desservir autant les francophones que les anglophones, et ils n'ont pas cette relation-là. Ils ne savent pas, là, les gens ne les contactent pas pour avoir des questions et des réponses. Donc, il m'a dit qu'il y avait eu une excellente demande de subvention d'un groupe qui a été déposé. Puis imaginez, ils ont accepté 10 demandes, puis ce groupe-là est arrivé en 11e.
Puis il dit, si j'avais su, si la personne nous avait contacté pour dire qu'est-ce qu'on a bien fait ou pas bien fait, ou s'il y avait eu au moins cette conversation-là, le gars, il m'a dit, je leur aurais dit, soumettez parce que dans la deuxième vague, vous l'auriez eu, votre financement. Et le groupe a lu dans la lecture du refus, à cause qu'ils ne se parlent pas puis qu'ils ne savaient pas sans doute qui parlait, ben, ils ont dit, ben, c'est pas pour nous, puis ils nous ont refusé. Donc, cette relation-là que Linda dit est vraiment critique. Je sais que Linda et Céline, avec le temps, tout le travail que vous avez fait, vous êtes en bonne communication avec plusieurs des bailleurs de fonds, puis c'est sans doute aussi, ça fait partie de votre succès. Oui, ben, moi, je pense qu'il y a toujours un contact avant et après. Donc, avant, c'est lors du dépôt de la demande et après, c'est de faire un suivi si jamais nécessairement on n'est pas accepté. Donc, pourquoi notre demande a failli? Donc, ça nous donne des meilleures orientations pour la prochaine. Donc, la deuxième, par rapport au portail électronique, c'est-à-dire votre dossier. Vous avez un dossier probablement comme je viens que vous avez créé sur votre ordinateur, soit une clé USB ou quoi que ce soit, mais il faut nécessairement ouvrir vos portails électroniques. Et ça, c'est important parce que les portails électroniques, on sait que le délai est assez court pour faire la rédaction d'une demande de subvention. On parle à peu près de 4 à 6 semaines. 6 semaines, c'est beaucoup. Donc, en général, c'est plus autour de 4 semaines qu'on a à rédiger. Mais si votre portail électronique n'est pas mis à jour, vous perdez souvent un 5-7 jours avant que l'organisme va confirmer. Donc, c'est-à-dire, comme exemple, si actuellement, après le 28 avril pour la Fondation Trillium, si votre portail électronique n'est pas à jour, moi, je vous conseille d'aller mettre votre organisme à jour. Comme ça, quand que l'ouverture de la prochaine demande de subvention, ben, vous allez pouvoir avoir accès immédiatement à votre demande parce que vous n'aurez pas à avoir parce qu'il y a une attente de 5 à 7 jours pour accepter les documents. Donc, en tout cas, la Fondation Trillium, c'est un petit peu comme ça. Donc, on essaie de l'échanger. La même chose, si vous avez, exemple, si vous n'avez pas de compte à paiement de transfert de l'Ontario, bien, en tant qu'organisme, je vous dirais, allez vous en ouvrir un. Même s'il n'y a pas de demande en ce moment, allez ce qu'on appelle ouvrir votre organisme en ajoutant tous les éléments qu'on a discutés de la page précédente. Donc, télécharger les documents. Et quand une prochaine demande ou paiement de transfert de l'Ontario va être ouverte, bien, vous allez être déjà prêt parce que votre portail va être déjà ouvert puis vous avoir déjà. Puis en ouvrant le portail, déjà, vous avez l'information. Vous êtes comme inscrit sur la liste d'infolettres de l'organisme. Donc, quand il va y avoir déjà des demandes, bien, vous allez pouvoir les recevoir dans votre courriel qui vont vous permettre de savoir quels sont les fonds. Les paiements de transfert Ontario, en ce moment, sont en train de tout informatiser. Donc, je pense dans quelques années, on n'aura même plus accès à envoyer une demande par courrier ou par les courriels. Ça va être vraiment électroniquement. Moi, ce que je faisais toujours, je me faisais ce qu'on appelle un cartable d'idées avec j'appelle ça mes recherches et développement. C'est-à-dire, dépendamment de votre organisme, je donne un exemple. Le premier, si vous avez un organisme qui a un bâtiment, donc ce qui était mon cas quand j'étais avec le Centre de vie active pour les aînés, bien, il fallait avoir une vision de ce qu'on avait besoin dans nos infrastructures puis comment qu'on allait pouvoir payer. Parce que dans notre cas, c'était souvent des 200 000, 400 000, 500 000 $ à investir dans le bâtiment. Alors, il fallait vraiment qu'on commence. Souvent, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est déjà souvent des fois les devis. Mais vraiment aussi avoir un plan de vos infrastructures. Quelles seront les rénovations que vous allez faire dans votre bâtiment? Le deuxième, c'est nos besoins en ressources humaines qui est relié directement au projet, au poste à combler. Donc, s'assurer, bien, est-ce que c'est une personne, 2 personnes? Donc, avoir toute cette dynamique-là. Donc, créer ça. Et en fonction de nos différentes idées aussi, c'est d'aller chercher des faits probants. Parce qu'on va vous le demander dans la plupart des bailleurs de fonds. Sur quoi on se base pour dire que oui, c'est un projet qui est viable dans notre milieu, mais aussi qui est un besoin ou une satisfaction à combler auprès de notre clientèle, donc nos clients. Et aussi, on recherche des études. Et souvent, avec la Fondation Trillium, pas en ce moment, mais quand on avait des projets de démarrage ou un projet de démarrage surtout, où je pense qu'il y avait un autre titre pour un deuxième projet, on pouvait aller comme copier une idée puis l'insérer dans notre milieu. Donc là, c'était important d'avoir ces études-là
pour permettre de refaire un projet qui existait, qui avait fonctionné, mais le remettre dans notre milieu en Ontario, par exemple. On peut faire aussi la liste des partenaires financiers. Parfois, on a le provincial, le fédéral, le municipal. On peut avoir des volets privés. Quand on arrive dans les infrastructures, si on est chanceux, on peut être subventionné par le provincial, le fédéral. Et là, il peut peut-être avoir des privés qui peuvent soutenir notre projet, particulièrement en infrastructure de bâtiment. Et aussi de trouver tout ce qui est relatif aux outils puis les prix relatifs à vos projets. Donc, de vous faire déjà ce que j'appelle une liste d'achat. Connaître son public. Alors, on parle aussi, donc, c'est lire le guide de la demande. Donc, c'est une étape inévitable. Puis moi, dans cette étape-là, j'essaie d'aller chercher le jargon puis la terminologie. Parce que souvent, il faut pouvoir la réintroduire dans notre demande de subvention pour être en coordonnance avec eux, en alliance. Donc, il faut vraiment connaître les termes qu'ils vont utiliser. Puis, ça va nous donner aussi respecter les directives du programme, donc soit les objectifs, quels sont les domaines auxquels ils veulent se rallier, les pourcentages au niveau du budget. Donc, il faut se conformer à leurs normes établies. On utilise un gabarit en général qui est préformaté, puis ça, c'est vraiment en ligne en général. Donc, il faut très souvent être concis parce qu'il faut respecter soit le nombre de mots, le nombre de caractères, donc dépendamment de chaque demande. Et il faut avoir aussi quels sont les projets qui ont été... Moi, je vais souvent, puis c'est par curiosité, mais aussi peut-être pour féliciter un collègue de travail qui a réussi à avoir une subvention. Donc, comme aujourd'hui, ils ont sorti les fonds de résilience. Ils ont mis sur la page web de la Fondation Trillium les récipiendaires. Alors, moi, je vais toujours voir pour avoir un aperçu de quel genre de projets qui ont été financés, puis surtout savoir si je connais quelqu'un, puis peut-être la féliciter pour son travail si on reconnaît un organisme. Moi, je trouve important, c'est d'assister aux webinaires offerts par les bailleurs de fonds parce que c'est là qu'on va vous donner j'appelle ça des inputs. Des fois, c'est un mot. Des fois, c'est une phrase. Des fois, on va parler de développement. Non, on va parler d'opération. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est important. Moi, je le fais autant en anglais qu'en français. Puis, j'essaie aussi de faire un webinaire avec différentes personnes. C'est les agents de programme ou les chefs de programme qui nous présentent. Des fois, il y en a qui c'est plus facile, sont de meilleurs communicateurs. Il y en a, c'est plus difficile. Alors, moi, j'essaie d'en faire un ou deux ou trois pour voir vraiment, dans le fond, après me faire une idée centrale du projet que je vais déposer. Et si c'est possible, communiquer avec l'agent responsable du projet. Parce que moi, je suis convaincue dans certains gouvernements, en tout cas dans le centre de vie active, moi, je savais que l'agent avait un impact énorme sur la décision d'une demande de subvention, que ce n'était pas nécessairement qu'un comité évaluateur, qu'il y avait vraiment une décision qui était importante. Alors, c'était important. Je vous donne un exemple. On a fait une demande. J'avais fait une demande d'un demi-million, puis à un moment donné, on me rappelle, puis on me dit « Non, tu devrais faire 2 millions. » Puis là, je lui disais « Oui, je veux bien, mais 2 millions, moi, le 30 je ne l'ai pas. » Alors, donc, je savais que si à ce moment-là, j'aurais eu un projet de 2 millions, il aurait probablement été accepté. Je pense qu'il y avait des questions. Moi, je ne les vois pas, là. Est-ce qu'il y a des questions, Ethel? Non, il n'y a pas de questions présentement. Puis, on est en train d'écrire que certaines pistes de financement, Sonia est en train d'en écrire en même temps, donc ça va être une ressource. Puis, l'ACFO va aussi remettre une liste de pistes de financement dans les prochaines semaines à tous les organismes à vous intéresser. Vas-y, Linda. Alors, l'astuce numéro 3, c'est présenter un plan solide. Alors, dans ce cas-là, quand je parle de plan solide, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit étoffé. Puis je me dis, plus on va chercher des fonds, plus on va chercher de l'argent, plus qu'on va vouloir avoir des plans solides ou des éléments qui vont apporter. Donc, souvent, c'est suivre les différentes étapes lors de la révision, puis toujours en consultant le guide. Donc, souvent, moi, je commence à le faire par le biais du service en ligne, mais après, je vais vérifier, OK, c'est bien. Puis souvent, ils ont ce qu'on appelle des carrés à l'intérieur qui vont nous spécifier qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans ce carré-là.
Donc, on a une double vérification par rapport à ce qu'on écrit. Tantôt, on en a parlé, prendre connaissance des termes et des jargons. Puis, n'hésitez pas de demander des éclaircissements si on a de l'agent, il y a des choses qu'on n'a pas compris dans le guide. C'est d'avoir aussi une logique linéaire, donc on part d'un point A jusqu'au point B sans nécessairement, donc, que ce soit assez conforme et un concept assez facile à comprendre aussi. Puis souvent, dépendamment de la demande, il y a des documents pertinents. Si vous avez une planification stratégique, exemple des politiques et procédures, je vous donne un exemple, quand on a fait des demandes en sport et loisirs, bien, il fallait à cette époque-là avoir des politiques sur la commotion cérébrale. Donc, si on n'avait pas cette politique-là, probablement qu'on n'aurait pas eu les subventions. Donc, souvent, il faut les créer. Ou si on le sait avant, il faut vraiment les créer. Donc, actuellement, au niveau des sports et loisirs de l'Ontario, il faut vraiment avoir une politique sur les commotions cérébrales et le bailleur de fonds va vous donner les différentes politiques auxquelles vous devez avoir accès ou que votre centre doit avoir accepté. Un plan d'action pour le projet. Souvent, j'insère un plan de communication. Parfois, j'insère des modèles aussi de communication. À l'occasion, on nous demande l'organigramme de l'organisme et le plan de cheminement. Puis le plan de cheminement, moi, c'est un projet, c'est un document que que je mets dans mon rapport ou que je mets en lien avec mon rapport final. Donc, c'est vraiment toutes les étapes qui ont été suivies et qui ont été faites durant le projet. Puis, un plan exhaustif et global, ça élimine tous les doutes. Fait qu'en ayant toutes ces informations-là, vous allez éliminer des doutes auprès de votre évaluateur. En général, on essaie de ne pas être trop descriptif. On veut être vraiment convaincant par rapport aux besoins qu'on a, par rapport à notre projet, mais c'est surtout les besoins auprès de la communauté. Est-ce que notre communauté a vraiment besoin de ce projet-là et dans quelle mesure il va apporter un bien-être à notre communauté, que ce soit santé mentale, physique. Donc, en fonction de votre clientèle cible qui va avoir les services, il faut être convaincant. Il faut toujours de plus en plus avoir référence à des faits probants, des données. Si on n'en a pas dans notre région, essayer d'aller en chercher ailleurs. Et on ne doit avoir aucun doute sur sa faisabilité, les compétences de nos intervenants. Donc, quand on fait, il faut qu'on soit convaincu qu'on est capable de le faire. Puis, on ne doit pas axer notre demande sur les problèmes à résoudre, mais une approche plus constructive sur la résolution de problèmes, la méthodologie et trouver des solutions à nos défis dans la communauté. Établir un budget judicieux. Alors, le guide du demandeur est vraiment important dans ce cas-là parce qu'on va vous donner souvent des exemples des postes budgétaires. Donc, vous allez déjà savoir, mettons, au niveau salarial, au niveau, qu'importe les frais d'administration, tout ça. Parfois, il y a des pourcentages. Alors, c'est important de pouvoir respecter les pourcentages qu'ils ont autorisés dans les différents postes budgétaires. Obtenir les devis des coûts pour les projets de plus de 10 000. Alors, si vous savez que vous avez un projet, parce qu'en un mois, là, souvent les devis, en tout cas dans le domaine de la construction, oubliez ça, vous n'aurez pas 3 devis à l'intérieur d'un mois. Donc, c'est pour ça que pour les programmes d'infrastructure, ce que je dis toujours, en construction, il y a souvent des périodes creuses. Alors, quand il y a des périodes creuses, contactez vos contremaîtres pour avoir des devis pour peut-être votre prochaine. On sait qu'en immobilisation, la Fondation Trillium va avoir un fonds qui va être ouvert cette année. Donc, on présume que ça devrait être à l'automne. Donc là, on est en avril. Vous avez jusqu'à l'automne pour aller chercher vos devis, surtout si vous faites des projets de construction. Moi, je dis toujours, j'avais peut-être 5 ou 6 enveloppes, puis tout était à l'intérieur, c'était déjà prêt. Des fois, j'avais des devis d'1 an, mais tout ce que j'avais à faire parfois, c'était de rappeler le client, de dire, peux-tu me redonner un devis à jour? Voici la cotation. Puis c'était beaucoup plus simple, puis en quelques jours, ça se faisait. Puis exposer aussi clairement les biens fondés des dépenses. Donc, il faut expliquer si, admettons, il y a des dépenses qui peuvent apparaître onéreuses, pourquoi cette dépense-là est onéreuse, ou du moins expliquer, parce que aussi, dépendamment des régions, les salaires, probablement que ça diffère d'une région à l'autre, mais il faut quand même être bien fondé par rapport à notre région géographique. Puis avoir aussi une cohérence du début à la fin. Donc, c'est-à-dire si vous avez émis des choses dans votre demande, il faut qu'elles se retrouvent dans votre budget.
Et par rapport au budget aussi, souvent les gens oublient au niveau salarial de mettre, parce que souvent on a une direction générale qui est à demi-temps, mais si on fait un nouveau projet, peut-être la direction générale va y travailler 2-3 heures par semaine. Ben, on ne se gêne pas de l'intégrer dans sa demande parce que c'est une tâche qu'elle va avoir à réaliser. Donc, c'est un pourcentage qui peut être, surtout si on a du personnel à temps partiel. Et pour rédiger votre demande en vous mettant, il faut vous mettre à la place du lecteur. Il faut que vous sachiez que les gens qui lisent vos demandes de subvention en général ne connaissent aucunement votre organisme. Donc, il faut qu'on essaie d'anticiper les doutes et les lacunes dans la rédaction de notre demande. Moi, je suggère toujours de faire relire votre demande par une autre personne pour s'assurer de la clarté du projet. Puis, idéalement, de prendre une personne qui ne connaît pas votre organisme et votre mission. Comme ça, elle va avoir un regard neutre. Donc, elle va pouvoir vraiment vous expliquer. Dans le fond, on veut que le lecteur puisse nous faire une synthèse de ce qu'elle a compris dans notre demande. Si elle l'a bien compris, puis c'est l'objectif qu'on s'était formé, bien, ça fonctionne. Si elle ne comprend pas ou si ce qu'elle nous explique, c'est complètement contraire à ce qu'on veut faire, c'est probablement qu'il faut retravailler notre demande. Puis, on doit s'assurer toujours de répondre en général à qui ça s'adresse, pourquoi on le fait, comment on va le faire, quand, puis à quel endroit. Donc, ces 5 questions en général, ils vont allier les besoins spécifiques du bailleur de fonds. Alors, on peut poursuivre à l'autre diapo. Donc, après la rédaction, c'est de faire un suivi. Moi, je fais toujours un suivi après la date de décision. Donc, souvent, vous allez recevoir un courriel vous disant « Oui, c'est accepté, donc c'est pas accepté ». Donc, pour connaître l'évaluation de votre demande, donc vous pouvez vous mettre des notes. Parce qu'exemple, si les fonds de résilience n'ont pas été acceptés, mais qu'on vous dit que c'est un excellent projet, mais il y avait trop de demandes, quoi que ce soit, là, vous avez une deuxième chance de pouvoir leur déposer à la Fondation Trillium. Et en même temps, vous allez connaître les commentaires qui ont été émis par le comité d'évaluation. Puis souvent, on relit sa propre demande pour bien saisir les corrections qu'on doit y apporter si jamais on veut refaire la même demande. Donc, déposer une nouvelle demande, c'est un deuxième appel d'offres. Puis souvent, moi aussi, c'est de rédiger un calendrier des futures dates pour la rédaction des futures demandes, parce qu'il y a des demandes qu'on sait qui viennent quand même à chaque année, ou à un même moment, ou approximativement. Donc, vous pourriez faire un calendrier. Comme exemple, le Nouveaux Horizons, c'est souvent tout le temps en juin. Donc, vous avez déjà une idée qu'à ce moment-là, vous allez avoir à rédiger votre demande de subvention. Moi, je fais souvent aussi de faire une liste de tâches qui est exécutée avant la prochaine échéance, que ce soit pour la direction générale ou parfois on travaille avec des comités. Donc, exemple, si on a un comité de bâtiment, est-ce que notre comité de bâtiment peut commencer à faire la recherche des devis et des contracteurs qu'on pourrait contacter pour les différents projets. Puis d'avoir les outils pour nous permettre de faire la rédaction de notre prochaine demande. Moi, je vérifiais mon taux de succès. Ça, c'était plus pour m'encourager. Donc, à un moment donné, je pense au plus fort de mes années, j'étais à du 85 de subventions acceptées, mais j'en faisais à peu près 20 demandes par année. Mais en même temps, ça révélise la personne qui fait les demandes et de continuer toujours à se former dans ce domaine-là. Donc, c'est important, même si, par exemple, il y a un webinaire, vous ne pensez pas que vous allez appliquer, mais je pense que ça serait important de quand même assister parce que peut-être dans 2 ans, vous allez avoir besoin puis vous voulez aller à ce bailleur de fonds-là. Puis explorer toutes les avenues. Il y a le public, il y a le privé, il y a le sociofinancement, il y a les fondations aussi. Donc, il y a énormément d'endroits où on peut trouver. Il faut juste les connaître puis de s'informer. Et d'être persévérant puis déterminé parce qu'il y en a qu'on fait plusieurs fois. Et là, j'avais remis un petit peu les raisons pourquoi les différents types de documents sont, mais je pense qu'on va vous le faire parvenir. Donc, pourquoi nécessairement on demande tous ces genres de rapports-là, puis pourquoi on les demande quand on fait des bailleurs de fonds. Bien, ça vous explique un peu les raisons puis le type de document qu'on va vous demander. Oui, on va envoyer ce document-là. Il va être beaucoup plus clair. Et on va continuer. Merci beaucoup, Linda. Puis on va revenir s'il y a d'autres questions. On va continuer avec Céline. Oui, certainement. Il y a juste une autre question, Linda, pour toi.
Oui. Comment faire une demande de subvention avec un autre organisme? Bien, souvent, ça va être le bailleur de fonds qui va déterminer c'est quoi l'entente de collaboration. Donc, souvent, ça va être un des organismes qui va faire la demande et le deuxième organisme devient comme un partenaire. Il y a une entente qui doit se créer entre les deux partenaires, mais il y a un seul, en général, qui fait la gestion financière du projet puis qui applique pour le projet. Merci. Donc, juste pour faire un petit rappel, merci beaucoup, Linda. Écoute, c'est super intéressant. Tu as apporté des points qui sont tellement essentiels. Puis, fait, la liste de rappels, ça va nous aider vraiment. Moi, je vous dirais, faites attention, lisez bien les critères de sélection. Comme Linda disait, le guide pour rédiger une demande de subvention, chaque point est important. Fait qu'il faut d'abord commencer par lire ça, puis répondre à chacune des questions. Déterminer si vous êtes admissible, parce que ça serait bien triste d'arriver à la fin d'une demande de subvention, vous faire refuser parce que vous n'êtes pas admissible, après toutes les heures que ça demande. Ça m'est déjà arrivé. Si vous avez des questions sur l'admissibilité, n'hésitez pas, appelez l'agente. En général, c'est très rare qu'on ne peut pas avoir de contact avec les agents des bailleurs de fonds, mais ça arrive entre autres. Je pense juste à la Fondation Post Canada. Il n'y a aucune discussion possible avant, dans le milieu ou après. Mais quand Patrimoine canadien, Fondation Trillium, Ministère des Affaires francophones, ce sont tous, ces gros bailleurs de fonds-là, ce sont tous, ils sont au service des organismes, n'hésitez pas à les appeler. Démontrer que vous respectez les conditions, ça c'est extrêmement important. Je reviens aussi en ajoutant, n'oubliez pas la complémentarité pour éviter de laisser transparaître que vous faites du double dipping. C'est vraiment important que ça soit très, très clair. Faites votre demande. C'est de plus en plus souvent en ligne. Fait que souvent, on est obligé, un petit truc que je fais, moi, parce que ça a déjà arrivé, entre le document qui nous présentait en PDF, qui nous donnait les questions de ce qui était en ligne, bien, souvent, il y avait des différences où il ne mentionnait pas le nombre de mots. Ça, c'est vraiment important parce que quand tu as écrit une page et demie sur la description de ton projet, puis qu'après ça, ils te disent que c'est 500 mots, je te jure que tu vas tricoter pour rapetisser ça quand tu vas être rendu sur le site. Puis souvent, on est comme à la dernière minute, pas à la dernière minute, mais 2 jours avant ou 3 jours avant. N'hésitez jamais, faites attention. Il y a souvent des bugs. Souvent, on est obligé de communiquer avec les techniciens. Donc, c'est important. Fait allez en ligne, inscrivez-vous, comme disait Linda, faites vos devoirs d'avance. Puis, si vous rentrez juste un mot des fois dans chacune des questions, ça va vous permettre d'imprimer souvent les questions qui sont en ligne ou en tout cas de vérifier combien de mots si ce n'est pas écrit dans le document PDF du guide. Assurez-vous de recevoir une accusé-réception. Oui, c'est super important. Si vous ne l'avez pas reçu, communiquez avec le ministère parce qu'il y a quelque chose qui se passe ou avec le technicien. Fait que c'est vraiment important. Je pense à Trillium, je pense au ministère des Affaires francophones, Nouveaux Horizons, d'attendre à la dernière minute pour clore notre demande de subvention en ligne. C'est vraiment, c'est jouer avec le feu. Mm-hmm. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? On passe à travers. Votre plan de travail contient-il des renseignements concrets, détaillés? Est-ce que les résultats visés, les activités, les indicateurs de rendement, puis le budget, est-ce que c'est tous liés? C'est tous complémentaires? Puis, avez-vous bien décrit les clientèles cibles, le sujet, les raisons, le besoin, la pertinence, l'endroit, le moment et le montant? Linda en a parlé beaucoup. Puis, est-ce que vous avez relu votre demande? Parce que des fois, quand on fait du copier-coller, parce qu'on a déjà préparé nos questions, puis on ramène ça dans le document en ligne, des fois, il nous manque une phrase, ou bien on avait dépassé le nombre de mots, bien,
le nombre de mots supplémentaires, c'est coupé. Puis des fois, on ne s'en aperçoit pas. Des exemples de critères d'évaluation, la qualité des promoteurs et des promotrices, c'est-à-dire nous, OK, c'est important. Linda, tu parlais d'une, pas une réputation, mais d'une reconnaissance auprès des bailleurs de fonds. Je pense que des fois, de jaser avec notre bailleur de fonds, de lui parler avant d'écrire notre demande de subvention, qu'est-ce que tu dirais de ce type de projet-là? Qu'est-ce que tu en penses? Puis d'aller chercher leur feedback, c'est vraiment, ça aide à bâtir une relation avec notre bailleur de fonds quand c'est possible. Bien, c'est une crédibilité de ton organisme que tu vas faire prouver à ton bailleur de fonds que tu as la capacité. Donc, souvent, ben, nous, avec le Centre de vie active, une des dernières demandes qu'on est allé chercher, c'est presque un demi-million. Mais je te dirais que cette demande-là, ça a peut-être pris 5 ans avant qu'on puisse l'avoir parce qu'il a fallu qu'on prouve avec plusieurs projets qu'on avait démarré différemment avec ce bailleur de fonds-là qu'on aurait la capacité de le faire. C'est sûr, oui. Les risques reliés à l'environnement de votre secteur d'activité, il faut toujours se poser la question avant de déposer une demande, parce que ça peut servir, dans l'écriture de votre demande, mais aussi, qu'est-ce qui se passe s'il arrive que demain matin, il y a une pandémie? Aujourd'hui, on peut s'attendre à n'importe quoi. Donc, vraiment, le risque, c'est vraiment important d'y penser. La crédibilité du projet. Est-ce que c'est un projet qui est supporté par plusieurs autres partenaires? Est-ce que tu es toute seule là-dedans? Est-ce que c'est du dédoublement, ton projet? Est-ce que c'est du dédoublement de ce qui se fait déjà? Fait que ça, c'est comme vraiment important. La capacité de respecter ses engagements. Est-ce qu'habituellement, vos projets, ils se terminent à terme et tout ça? Il faut bâtir tranquillement cette crédibilité-là. L'historique de l'organisation et les garanties. Fait que voilà. Est-ce que, Ethel, tu veux continuer ou je continue? OK. Ben, je peux en faire un bout si tu veux. Il ne faut pas supposer que le comité d'évaluation des demandes de financement et d'investissement connaît votre organisation. Même si vous avez parlé à un agent de cette organisation-là, de cette fondation-là ou quoi que ce soit, elle va faire un petit travail, elle va s'assurer avec une liste de vérification si toute votre documentation est là, si vous avez répondu aux questions. Il y a même des organismes qui me disent, j'ai suivi des formations, puis je comprends pas, on a eu zéro de réponses positives, puis je leur dis, ben, dites-moi ce que vous avez fait. Puis tout ce que les conseils que Céline puis Linda ont dit, ben, c'était vraiment pas évident. Hein. Ils ne l'avaient pas fait. Puis il y a même des questions, au lieu d'y répondre, ils disaient juste, ben, cette question-là ne nous concerne pas. Ben, l'agente, à ce moment-là, a dit, ben, il manque de l'information. Il y a eu des bailleurs de fonds, des fois, après le dépôt, ils se donnaient une semaine pour faire un retour à certains organismes pour leur dire, je vous donne quelques jours pour nous envoyer l'information manquante, après ça, c'est fermé. Mais maintenant, ils ne le font plus, ça, parce qu'ils ont de la misère à rejoindre les bonnes personnes. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout ce qu'on écrit, n'importe qui pourrait le lire et le comprendre. Il y a eu des bailleurs de fonds anglophones ou qu'il y avait des comités anglophones. La Fondation Trillium de l'Ontario, ça a été un problème il y a quelques années, ça ne l'est plus maintenant. La Fondation communautaire d'Ottawa, ça a été leur problème pendant quelques années, moins maintenant. Mais nous, on écrivait nos demandes en français. Puis là, ils se faisaient une synthèse. Nos 5, 10, 15 pages, là, parce que c'est long, hein, finalement, là, quand on l'imprime, ben, ils faisaient une synthèse d'une page ou deux en anglais. Puis là, ils allaient, eux, faire une synthèse des mots-clés ou des phrases-clés. Puis ça nous aidait pas tout le temps dans nos projets francophones. Maintenant, plusieurs d'entre eux ont mis sur place, ont embauché du personnel bilingue, ont des comités où est-ce qu'il y a souvent des comités franco, des comités bilingues pour pouvoir traiter de façon efficace les demandes. Donc, rappelez-vous que ce monde-là, là, quand il reçoit votre demande, vous n'êtes vraiment pas la seule. Il y en a des tonnes. Ils les ont toutes eues au plus tard en même temps. Ils sont pressés aussi très rapidement, même si on dit des fois, mon Dieu, ça prend du temps. Ça prend des fois 4 mois avant d'avoir une réponse, des fois 6 mois. Ils sont quand même pressés dans leur mécanique, dans leur processus pour lire toutes les demandes, s'assurer avec la liste de vérification de pousser les demandes qui vont vraiment aller auprès des personnes qui vont les évaluer, les lecteurs, les lectrices que Linda parlait. Mais ceci dit,
Quand ils font ça, s'ils tombent sur des demandes incomplètes ou que les réponses ne sont pas satisfaisantes ou qu'il manque un document, même si c'était le meilleur projet qu'ils sont en train de lire, ils peuvent le retirer de la liste et il ne passera jamais au comité d'évaluation. Donc, il faut vraiment être très, très stratégique. Quand on écrit nos textes, souvent pour les aider à nous suivre, puis ça vient des bailleurs de fonds, cette suggestion-là, c'est on peut écrire des sous-titres, on peut faire, au lieu d'écrire un gros paragraphe tellement lourd ils se perdent dans le paragraphe, ben, de faire des points de forme, des puces, d'avoir, s'il y a quelque chose qui est vraiment important, on peut peut-être utiliser le caractère gras. Parfois, dans les documents d'accompagnement, on peut envoyer comme de l'information sur notre organisation qui nous demande, mais en même temps, j'ai vu des gens qui ont envoyé le dessin de l'organigramme de leur organisation en complément qui expliquait c'est quoi ce monde-là, comme la liste des membres du CA que Linda disait, c'est souvent au début de la demande, il faut les écrire. Il y en a qui ont mis ça en complément. Ils ne le demandent pas, mais c'était un visuel qui explique à quel point, encore là, ça amène de la crédibilité, à quel point votre organisation est organisée. Assurez-vous que vos références sont en mesure de répondre positivement aux questions sur votre organisation ou votre projet. Je sais, moi, des fois, j'ai tellement travaillé avec de monde en Ontario, j'en ai mobilisé des millions de dollars pour des organismes, puis j'ai aidé à lire des demandes des autres, mais des fois, il y avait des appels, puis je sais, là, je ne travaillais pas avec eux pendant plusieurs semaines. Je reçois un appel de la Fondation Trillium. C'est pas pour m'offrir un contrat, là. Ça doit être parce que mon nom a été mis dans une référence d'un projet. L'organisme a oublié de m'appeler. Si j'avais pris l'appel, là, imaginez-vous, là, j'aurais pu mettre à risque l'organisation qui avait mis mon nom comme référence parce que je savais peut-être même pas que cet organisme-là déposait un projet. Donc, à ce moment-là, moi, je réponds pas à nouveau au téléphone intelligent. On voit l'identifiant. J'attends, il laisse un message. Là, ah, OK, c'est tel organisme, il aimerait que je les rappelle. Là, j'appelle l'organisme et je dis, hey, parle-moi-en de ton projet, il faut que je rappelle la Fondation Trillium. Donc, faites très attention que toutes vos références, parce que des fois, on pense, ah, ils n'auront pas le temps de faire le suivi. Ils ne le font pas pour tout le monde, mais ils vont le faire de temps en temps. Puis ça serait vraiment dommage que ça soit sur votre projet. Lynn, tu veux parler de cette ressource-là? C'est une ressource qu'on sort à l'ACFO? Oui, juste avant, on va répondre aux questions. On a une question ici de Pascal qui nous demande, est-ce qu'on peut mettre trop d'informations dans une demande? Oui, non, moi je pense que oui. Ben, ça dépend. Maintenant, avec le nombre de mots, le nombre de caractères, souvent on est très limité, mais il faut mettre l'information juste. C'est sûr que quand il n'y a pas de limite de mots, c'est là qu'on risque de se pendre avec notre corde parce qu'on a tendance à, surtout les franco, là, on a tendance à s'étendre pour raconter notre histoire. Donc oui, là, je suis d'accord avec toi, Linda, mais allons à l'essentiel. C'est pour ça que des fois, l'outil que je me sers avec plusieurs d'entre vous, le Canva, ça l'oblige le monde à faire des petites phrases, à aller à l'essentiel, puis de faire les liens. Linda vous l'a donné un bon truc tout à l'heure. Moi, je reprends exactement aussi les mots qu'ils utilisent dans leurs critères, tout ça, comme Linda a dit, pour écrire mon texte, pour encore là, qu'eux autres se reconnaissent dans notre texte, puis qu'on fait le lien. On n'est pas en train de se prostituer, là. On est en train de faire le lien entre leur langage et notre langage pour leur faire comprendre notre projet, puis montrer que ça rentre dans leur case, parce qu'ils gèrent des cases. Souvent, vas-y, Linda, tu avais un élément de réponse? Ben, c'est ça. C'est qu'en général, souvent, des fois, puis parfois, des fois, les gens me disaient que ça semblait répétitif. Mais des fois, ça peut paraître répétitif, mais il faut vraiment se cadrer par la case que oui, mais souvent, on va mettre des éléments qui sont peut-être un petit peu superflus. Mais avec le nombre de mots, souvent, il faut être très concis, bref, en général. Céline, as-tu un complément? Non, ça va, exactement comme vous autres. Deuxième question, qu'est-ce que les garanties? Ben, les garanties, c'est différentes choses. Peut-être tu peux parler des exemples concrets chez vous, Linda, puis moi, je pourrais donner d'autres exemples. Ben, en général, souvent, les garanties, c'est le montant d'argent que tu vas aller demander. C'est sûr que quand moi j'ai commencé, on avait peut-être, voilà une dizaine d'années, un budget de 100 000 $. Donc, si j'aurais été chercher un demi-million, probablement qu'ils ne me l'auraient pas donné à ce moment-là parce qu'il n'y aurait pas eu les preuves, peut-être que je pouvais le gérer. Tandis qu'après, probablement 6, 7, et on a commencé toujours en augmentant les demandes de subvention. Donc, on a procédé par étapes. Donc, les premières étapes, ben moi, je peux parler en infrastructure parce qu'on a beaucoup travaillé en infrastructure parce qu'on avait un bâtiment, une ancienne école. Donc, il y avait presque 400 à 600 000 à investir. Ben ça, il faut le trouver, l'argent. Puis les premières années, ben tu ne demandes pas ton demi-million tout de suite.
tu vas aller donc tu vas aller dans les urgences. Souvent, nous, c'était le système de chauffage qu'on changeait. Après, on faisait un autre élément. Mais là, la dernière subvention qu'on a demandée, c'est près d'un demi-million qui probablement, on attend encore des demandes. Donc, on va voir si ça va être accepté. Mais c'est ça, c'est de voir l'évolution de nos demandes de subvention souvent. Et aussi, ça nous permet d'être plus admissibles à d'autres financements qui nécessairement, comme je te disais, dans ce cas-là, on aurait peut-être, si on aurait eu un projet de 2 millions, on aurait pu probablement facilement aller le chercher. Et moi, je vais ajouter en complément, vous savez, tous les documents que Linda vous disait qu'ils demandent souvent, là, une des garanties, c'est de s'assurer que l'organisme existe pour vrai. Donc, c'est pour ça qu'on dépose nos lettres patentes ou notre document d'enregistrement. Une autre garantie, c'est qu'on a réellement un conseil d'administration. C'est pas un trip d'une personne qui est la directeur générale qui décide tout et qui fait tout. Il y a vraiment un conseil d'administration qui prend des décisions. La cohérence dans nos textes, quand on a sur nos statuts la mission X, parce que quand on crée un organisme, on doit dire notre mission. C'est ça qui dit au gouvernement, voici notre personne morale qu'on a créée avec cette mission-là. Si dans notre demande de subvention, on écrit une autre mission parce qu'on veut rentrer dans la boîte du bailleur de fonds, ils vont regarder les deux textes, ils vont dire, c'est pas pareil, cet organisme-là me donne pas les garanties qui sont cohérentes. Après ça, ils vont regarder vos propres textes. Votre règlement administratif, souvent, ils vont le demander aussi. Puis ils vont voir si dans vos pratiques, exemple, est-ce que vous avez votre assemblée générale annuelle, puis des choses comme ça. Donc, ça va être une autre garantie. Les assurances que Linda a mentionnées tout à l'heure, ça va être aussi une autre garantie. Les audits, si on a dépassé un montant d'argent, on n'a pas besoin d'en faire en bas d'un certain montant, mais plus haut, si on n'a pas ces audits-là faits par les... Donc, c'est tous ces éléments-là qui peuvent être une garantie. Puis l'autre question, c'est avec la pandémie, est-ce qu'il y a... Puis il y en a plusieurs autres, là, je pourrais vous en donner, mais c'est pour ça qu'ils demandent autant de documents. Puis les gens disent, mais oui, mais je leur ai envoyé à ma dernière demande, puis il faut que je les renvoie là. Ben, ils jettent tout, hein. Après avoir étudié une demande, il n'y a rien qui reste dans leur filière, à part la demande qu'ils ont approuvée dans leur documentation. Et l'année suivante, ils vont vous demander les mêmes documents si vous faites une deuxième demande, parce que, comme organisation vivante, à une assemblée générale annuelle, on peut modifier à 2 tiers des membres présents la mission. Et s'il y a des changements, ben, il faut vraiment que le bailleur de fonds soit informé. Puis, on passe aux outils parce que là, il est déjà 13h02. Je sais qu'on a eu des problèmes pendant 9 minutes au début. Céline? OK, c'est parfait. Ben, ça, c'est un formulaire, un document que j'utilise toujours, même avant de déposer une demande de subvention. Le volet d'activité, c'est plus en lien avec notre planification stratégique. Mais souvent, je vais d'abord, quand je pense à un projet, je vais d'abord regarder toutes les activités que je voudrais faire, puis je vais trouver mes résultats en fonction de mon activité. Puis, qu'est-ce qui va être un indicateur de rendement? Qu'est-ce qui va me dire que j'ai atteint mon résultat? Puis, comment je vais le mesurer que j'ai atteint mon résultat? Ensuite, j'indique mon échéancier. Mes échéanciers, les ressources humaines, les ressources financières. Fait que là, je vais dire qui va être responsable, qui va être en appui, comment ça va coûter. Je vais chercher un service à l'extérieur, etc. Ensuite, après, ce document-là devient le document que je vais utiliser pour écrire ma demande, pour rédiger ma demande de subvention. Et c'est ce même document-là que je vais garder après, que je vais réajuster en fonction de ce qui a été accordé ou pas. Puis, ça va être la feuille de route que je garde pour ajouter mes statistiques, puis ajouter tous les éléments, les outils promo, etc., que je vais utiliser au cours de mon projet. Donc, c'est vraiment une feuille, déjà avant de commencer, vous pouvez déjà écrire cette feuille-là, puis vous allez voir que dans toutes les questions des bailleurs de fonds, il y a toujours, décrivez-nous vos activités, quels sont les résultats, quels sont les indicateurs de rendement. Vous les avez, ces questions-là, soit sous forme de questions narratives qu'il faut répondre, ou soit sous forme de tableau. Je pense à Patrimoine canadien, par exemple. Bien, tu as au moins 4 colonnes là-dedans qu'il faut que tu remplisses déjà dans la demande de subvention telle qu'elle. Par la suite, j'ai un plan de travail, OK, par rapport à la rédaction de demande de subvention. C'est sûr que quand on commence comme organisme, souvent, on va faire
un ou deux ou trois demandes de subvention, mais à un moment donné, dans des organismes comme Linda gérait auparavant, puis comme l'ACFO, il y a quand même beaucoup de demandes de subvention qu'on fait. Linda parlait d'une vingtaine tantôt. Fait que Linda, elle avait un document qui ressemblait à ça. Si je me souviens bien, Linda, Oui, oui. pour ton conseil d'administration. Mais bon, ben là, les bailleurs de fonds, où est-ce on a déposé, c'est quoi le projet, les montants demandés, les montants octroyés, le début du projet, puis là, jusqu'à ce qu'à la fin, tu arrives avec les rapports finaux. Puis si on allait un petit peu plus à droite, puis on ne les voit pas, ben, tu as la liste des partenaires, puis tu as les logos. Parce que ce qui est le plus insultant, c'est quand tu travailles avec des partenaires, puis qu'à un moment donné, tu as oublié le logo d'un partenaire dans l'affiche promotionnelle ou dans un rapport ou dans un communiqué de presse. Je pense que c'est aujourd'hui, il faut travailler en partenariat. Très rare les organismes qui présentent une demande de subvention sans avoir de partenaire, mais il faut donner la place aux partenaires, une place de choix aux partenaires. Puis quand je parle de partenaires, que ce soit autant au niveau partenaire financier que c'est pas nécessairement lié à du financier, là, les partenariats. Fait que voilà. Puis un autre outil, c'est surtout quand on travaille dans la diversification financière, des fois sur la même page, on veut se rappeler qui au niveau du fédéral qu'on a approché, quel programme pour quel montant. Donc, c'est une feuille synthèse qui au niveau provincial on a approché, qui au niveau municipal. On l'oublie, hein, mais la ville de Cornwall, puis toutes les municipalités ont des programmes de développement communautaire. Puis on peut ajouter à ça nos campagnes de sociofinancement, nos campagnes de philanthropiques, de dons et même nos activités génératrices de revenus. Donc, il y a une différente façon qu'on peut le faire. Puis, ceci dit, ben, on arrive à la fin. Il y a eu des gens qui ont demandé si les outils vont vous être partagés. La présentation PowerPoint va vous être partagée. Le document, une page que Linda vous a montré aussi. Les autres pages aussi. Ceci dit, si vous vous êtes inscrit, on a votre courriel. Si vous ne vous êtes pas inscrit, mais que vous avez eu le lien par quelqu'un d'autre, ben, il faudrait envoyer un courriel. Sonia, est-ce qu'on peut écrire ton courriel central à l'ACFO, à coordination, puis on pourra vous ajouter à la liste d'envoi, puis pour recevoir l'infolette de l'ACFO. Je vois pas d'autres questions en ligne. S'il y en a, on pourrait en prendre une. Ah oui, vas-y. Ben, il y avait une question, comment l'ACFO peut nous aider après cette série de 4 webinaires? Ben, l'ACFO est là pour appuyer les organismes de sa région. Donc, si vous avez une demande, on n'écrira pas la demande de subvention pour vous, mais on pourrait la relire ou vous donner des commentaires ou vous appuyer ou vous mettre en contact avec d'autres partenaires. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos besoins dans la mesure qu'on est capable de le faire. Donc, sinon, on va vous référer à quelqu'un d'autre. Oui. J'avais déjà dit aussi qu'on pouvait faire de l'accompagnement ou on pouvait faire aussi des projets conjoints. C'est déjà arrivé avec plein d'autres organismes. Puis, il y a quelqu'un qui a demandé pour la région de Niagara. Non, la FOSDG n'est pas dans cette région-là, mais j'ai écrit 2 autres organismes qui pourraient vous appuyer. Puis, je ne vois pas de main levée. On pourrait prendre une intervention si quelqu'un a un commentaire ou une question qui aimerait la poser de vive voix pour qu'on après ça, on va conclure. Excuse, il y avait une question qui avait été posée. La question, c'est avec la pandémie, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir les mêmes subventions comme avant les pandémies ou bien beaucoup de subventions sont en arrêt actuellement à cause de la pandémie? Alors, je pense qu'il y a encore des fonds qui sont récurrents, qui n'ont pas été touchés à la pandémie. Comme exemple, au mois de mars, Agri-Esprit avec Financement agricole Canada, c'était encore ouvert. Moi, je pense que le programme Nouveaux Horizons va être encore ouvert. Il va vraiment aussi avoir un programme d'inclusion, des subventions d'inclusion communautaire pour les personnes âgées. Moi, souvent, ma référence, c'est le budget. Quand on annonce le budget, souvent, ils vont annoncer ce qui s'en vient ou, dans le fond, les éléments les plus pertinents qu'ils ont trouvés. Donc, souvent, moi, je vais aller lire les résumés de budget et je vais dire, OK, dans quel domaine, je pense qu'il va y avoir des fonds. Fait que ce soit au niveau de l'Ontario, puis la semaine prochaine, je pense que c'est le fédéral. Alors, on va avoir nécessairement. Puis souvent, les gens, comme exemple, moi, Fondation communautaire Canada, je ne la connaissais pas.
on en a fait des demandes dues à la pandémie, mais ils ont quand même des programmes récurrents. Donc, c'est de s'assurer d'avoir ces informations-là, puis d'aller, moi, visiter les sites web, c'est ce que je fais régulièrement par mois. Il faut faire attention avec les fondations. La majorité vont financer seulement les œuvres de bienfaisance, Oui. à part la Fondation Trillium de l'Ontario. Donc, il faut vraiment vous regarder les critères d'admissibilité. Puis, il y a eu beaucoup plus de nouveaux programmes qui ont été créés en temps de pandémie parce qu'il y a des organismes qui ont eu de la misère, comme les entreprises, comme plein d'autres mondes dans l'environnement. Donc, il faut aussi être sensible à ça. Et il y a des programmes qui ont été décalés dans le temps parce qu'ils espèrent les relancer comme ils étaient pensés. Initialement, puis comment ils les géraient avant. Mais là, il y en a aussi des programmes présentement. Il y a des bailleurs de fonds qui disent qu'ils sont en train de réviser leurs programmes parce qu'ils disent même après la pandémie, ça ne sera pas la même chose. Il y aura des organismes qui vont avoir besoin d'un gros coup de main pour se remettre à niveau. Ça, c'est sans compter les nouveaux organismes qui vont se créer parce qu'il va y avoir de nouveaux besoins. Donc, ça bouge beaucoup dans le milieu philanthropique, dans le milieu du financement et de l'investissement. Puis, le budget est une bonne piste. Parlez à votre agent et à votre agente. Elle peut vous donner des indications sur ce qui va venir dans 3 mois ou 6 mois ou si un programme va être aboli. C'est vraiment important de faire ça. Donc, sur ce, moi, je vais remercier Linda, remercier Céline, remercier Hélène qui a donné le ton avec son sourire rayonnant en début de ce webinaire. Merci vous tous et vous toutes. Et sachez que ces 4 webinaires-là offerts par la FOSDG, c'est grâce aussi à la participation de tout le monde, mais c'est grâce aussi à Patrimoine canadien qui soutient la programmation de base de la FOSDG. Et le prochain webinaire, c'est le 22 avril, midi à 13h. C'est vraiment tout ce qui est collecte de fonds, sociofinancement, crowdfunding. Vraiment, là, le B à bas, tout ce qu'on devrait savoir. Il y a du monde qui commence à s'initier à ça. Il y en a qui se cassent les dents. Ben, venez nous écouter, vous allez voir comment ça marche pour vrai. Et après ça, le dernier, c'est un atelier, moi, que j'ai pas encore offert en Ontario français. C'est vraiment tout nouveau. Ça m'a été demandé par des conseils de parents, des petits organismes. Des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher un 100 000. Nous, avec un 3 000, un 4 000, un 5 000, on serait capable de le faire. Mais comment quand même faire de la levée de fonds en temps de pandémie ou en temps difficile? Puis là, il y a une trentaine d'idées que j'ai récoltées un peu partout. On les a éprouvées, ça se réalise dans différents contextes. Puis, on a décidé à la FOSDG de rendre cet atelier-là disponible en francophonie en Ontario grâce à la FOSDG. Et le mot de la fin, Céline? Bien, juste avant, pourrais-tu parler juste du fonds de microcrédit? On t'entend pas. Okay. Est-ce que tu peux parler du fonds de microcrédit? Ah, ben oui. Ben nous autres, on est... Ben oui, je l'ai écrit dans les pistes de financement, c'est qu'il y a quelques jours, on a eu une très bonne nouvelle. Ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus avec la Société de développement économique de Cornwall et les régions. Et avec eux, on va créer un fonds de microcrédit va être lancé sans doute fin avril, début mai, pour les entrepreneurs francophones de la région SDG. C'est une première, pas juste en Ontario, mais au Canada, qu'un organisme communautaire approche à la Société de développement économique pour dire on peut faire ça ensemble. Les fonds sont déjà là, mais on s'assure qu'il y a des fonds réservés pour les entrepreneurs francophones. Donc, dès que les modalités vont être bien définies, vous allez pouvoir avoir accès à des prêts jusqu'à 5 000 $. Puis, l'ACFO va faire l'accompagnement pour les différents projets. Puis, on sait qu'il y a plein de monde qui ont créé, dans le temps de la pandémie, des petites entreprises, des petits commerces, des petites activités commerciales, ou que leurs organisations communautaires se sont transformées en entreprises sociales. Bien, ce fonds-là peut être pas juste pour les entreprises privées, mais aussi pour les entreprises sociales de la région. Puis, Céline, on est pas mal fiers. Merci beaucoup tout le monde. Ça a été un plaisir. N'hésitez pas. Je sais que Linda, elle est consultante maintenant, qu'elle travaille sur des demandes de subventions. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ses services. Et l'ACFO, si on peut vous aider, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci tout le monde.